Janine Benadjunta, avocat à la Cour de Paris, spécialisée dans les violences intrafamiliales, toutes sortes de violences conjugales, psychologiques, physiques et sexuelles, en toute légalité. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode en toute légalité. Pour cette première, nous avons l'immense plaisir d'être en compagnie de Maître Benadjunta. Maître, bonjour. Merci infiniment de nous recevoir. Nous allons aujourd'hui apprendre à vous connaître, apprendre à connaître toutes les facettes du métier d'avocat, en passant par votre carrière, vos expériences, et ce dans la perspective qui me tient le plus à cœur, apporter de l'information sur le droit et surtout, plus particulièrement, à destination des étudiants. D'ailleurs, nous avons souhaité vous faire participer à cet échange. Vous avez pu poser toutes les questions que vous souhaitiez en story sur Droit au but et nous allons y répondre au cours de cet échange en toute légalité. Alors maître, avant de vous rencontrer, moi je vous connaissais essentiellement pour avoir défendu Jacqueline Sauvage dans cette célèbre affaire sur laquelle nous reviendrons plus tard, ainsi que pour votre engagement dans la défense des femmes plus largement. Mais nous allons aujourd'hui revenir en détail sur votre parcours, découvrir les facettes du métier, vos particularités, vos anecdotes. Donc je vous propose qu'on commence d'abord par votre parcours. Mon parcours très classique. En fait, très rapidement, je crois à l'âge de 13 ans, j'ai voulu être avocate. Et voilà, donc je savais qu'après le bac, je m'inscrirais en fac de droit. Ce que j'ai fait à Assas, et j'ai suivi un parcours tout à fait normal, classique. J'ai préparé auprès de l'Institut judiciaire à la Sorbonne, effectivement, et je suis devenue avocat. En revanche, j'ai voulu travailler dans un cabinet de conseil juridique avant, pour voir un petit peu le monde des affaires. Comment, ah d'accord, voilà. Ah oui, donc pas du tout le domaine... Du droit de la famille, des violences... Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Donc j'ai commencé par faire effectivement plutôt une carrière. C'est les clients qui vous choisissent en réalité. Oui. Hein. Donc j'avais des sociétés qui me confiaient leurs dossiers et c'est comme ça que j'ai démarré petit à petit et je me suis installée grâce à eux. Et je me suis rendu compte au bout de quelques années que ça ne me convenait pas, que c'était trop impersonnel, que c'était trop un travail de dossier. Donc voilà, j'avais vraiment envie de changer, même j'ai pensé changer de métier. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui me convenait, c'était beaucoup plus l'humain et donner un sens à ma vie. Ça a été effectivement en parallèle parce que j'ai fait une école de coaching qui m'a révélé en quelque sorte sur l'âme humaine, sur l'intérêt des autres, pourquoi les gens agissaient de cette manière plutôt que d'une autre. Voilà, donc je me suis intéressée à la psychologie, j'ai fait beaucoup de développement personnel et à la suite de ça, en fait, comme beaucoup de personnes, à la sortie de cette école de coaching, soit on divorce, soit on change de métier, soit on démissionne. Voilà, donc en fait, j'ai changé complètement de spécialité et je me suis vraiment intéressée beaucoup plus au droit de la famille et le droit pénal qui, à mon sens, va avec. Quand il y a des problèmes dans une famille, il y a souvent des violences et je me suis intéressée. Donc vous êtes restée avocate finalement? Je suis restée avocate, mais une autre avocate. D'accord. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez, dans votre enfance, puisque vous vous dites que dès l'âge de 13 ans, vous saviez que vous vouliez être avocate, est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous aviez eu cette envie-là, cette vocation? D'après mes souvenirs, c'est vraiment tout bête. C'est je crois, ou une émission de télé ou un épisode télé. Aussi, voilà, absolument. Je voyais une femme énergique, avocate, et je me suis dit, voilà, en fait, c'est ça que j'aimerais faire. C'est ça que je veux faire. Ok, d'accord. Bon, pour devenir avocat, il faut passer le barreau. C'est un examen national sélectif qui a évolué au fil des années, donc depuis que vous l'avez passé. Mais l'avez-vous eu du premier coup ou comment ça s'est passé? Oui, alors je l'ai eu, mais ça n'était pas simple non plus à l'époque. Hein, parce que les choses n'étaient pas aussi simples, surtout à Assas. Mais oui, je l'ai eu parce que j'étais très motivée en fait. Ouais. C'est beaucoup de travail. Ça me convenait en fait, la fac me convenait, cette liberté de se gérer seul aussi. Oui, il faut être très autonome quand on est étudiant en droit à la fac de façon générale. Nous aurons l'occasion de revenir sur la question de l'échec, de la persévérance, etc. dans la partie réservé aux étudiants. Depuis combien d'années exercez-vous maintenant? Depuis 1985. Donc ça fait un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, vous exercez essentiellement en droit de la famille et en droit pénal. Oui. Donc vous avez vraiment été, comme vous l'expliquez, révélé par la pratique finalement.
Ces domaines-là vous ont vraiment parlé quand vous avez commencé à exercer? Enfin, vous vous êtes dit c'est ça qui me plaît, c'est ça que je veux continuer de faire. Mais au bout de plusieurs années. Oui. Au bout de plusieurs années. Là, cette spécialité n'est venue à moi que sur le terrain et ça fait 12-13 ans. D'accord. Que j'exerce dans cette spécialité. Avez-vous eu des mentors ou des expériences qui ont influencé ces choix de parcours? Alors, à part donc l'école de coaching dont vous avez parlé, donc ça vous a mené sur la voie de vous dire que vous aviez envie de défendre l'humain, etc., comme vous l'expliquez. Mais sinon, avez-vous fait des rencontres qui ont été déterminantes dans Oui, dans on vos fait choix? toujours des rencontres qui sont quand même révélatrices de ce que l'on veut être ou ce qu'on veut faire. Je me souviens d'une chargée de TD, effectivement, qui m'a beaucoup aidée dans mon choix. En fait, non pas qu'elle m'a aidée parce que j'en ai jamais parlé, mais en fait c'était un exemple pour moi. C'était quelqu'un de brillant et qui m'a donné l'envie du raisonnement juridique, etc. Donc, qui vous a donné le goût de l'effort. Absolument, absolument. Ensuite, il y a toujours les premiers stages où on tombe mal, où on tombe bien. Bon, il se trouve que j'avais effectivement, un avocat très paternaliste, qui a été le cas pendant toute la durée de mon parcours avec lui. Après, il y a des hauts, des bas, comme tout le monde. Il y a des problèmes de personnalité. Et puis l'école de coaching m'a révélé surtout des psychologues, des psychiatres et qui m'ont aidé à faire ce chemin vers le droit des personnes en fait. Et pourquoi avoir décidé de vous lancer seul, de lancer votre cabinet et puis surtout au bout de combien d'années d'exercice vous avez fait ce choix? Alors je dirais que c'est au bout de 5 ans. Pour la bonne raison que j'aime la liberté. Vous étiez en collaboration auparavant? J'étais comme tout le monde au début. Je pense que d'ailleurs c'est un conseil que je donnerais, puisque c'est faut commencer par là. C'est un moyen d'apprendre aussi, parce qu'on ne sait pas tout en sortant de la fac et en sortant des examens. Donc je crois que la pratique est importante, la manière de gérer un dossier, la manière de gérer un cabinet, les clients aussi, comment les aborder, comment leur demander des honoraires. Enfin, tout ça est un travail qui est pas simple, et je pense que c'est indispensable. Donc au bout de 4-5 ans, je crois 5 ans, j'ai décidé de voler de mes propres ailes parce que je commençais à avoir beaucoup de dossiers personnels, donc ce qui n'était pas compatible avec une collaboration. Oui. On en a parlé, vous intervenez fréquemment pour la défense des femmes victimes de violences, mais pour autant, êtes-vous spécialisé dans ce domaine? Pouvez-vous nous expliquer comment se spécialiser en tant qu'avocat afin de pouvoir mettre en avant la mention avocat spécialisé en, parce que je sais qu'on ne peut pas dire qu'on est avocat spécialisé en droit des affaires si on n'a pas vraiment la spécialisation. Il faut remplir un dossier avec des arrêts de jurisprudence ou montrer ce qu'on a fait, le parcours qu'on a fait, etc. pour obtenir la spécialisation. Moi, ça s'est imposé tout seul, en fait, parce que j'ai tellement été mise en avant dans la défense du droit des femmes, dans la défense des violences sur ces femmes, qu'en fait, les gens m'ont reconnue comme spécialiste des violences conjugales. Voilà. D'accord. Vous avez écrit un livre, Un point c'est tout, paru en 2022. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, cet ouvrage, je l'ai écrit, c'est un guide en fait. Comment faire pour porter plainte, comment faire s'il y a un classement sans suite. Enfin, c'est un petit peu adressé... un guide pratique, oui. Absolument, un guide pratique à l'attention de femmes qui sont perdues et qui voudraient avoir des renseignements sans oser forcément les demander aux organismes ou aux associations. Donc c'est un premier jet que j'ai fait pour ouvrir la porte, laquelle porte, savoir où elles doivent aller. Donc en fait c'est quelque chose qui vous a été inspiré vraiment de votre pratique alors? Absolument, absolument. Et donc vous pratiquez également une activité de coaching, comme vous nous en parlez, mais pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Comment on peut exercer des missions de coaching? Est-ce qu'il faut faire absolument une école ou voilà, quels sont les... Alors, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach. Donc, moi, j'ai mon diplôme certifié qui est équivalent d'un master et qui, en fait, me permet aujourd'hui légitimement de pouvoir exercer aussi sur ce plan de coaching. Alors, en général, ce coaching, je le fais à mes clientes uniquement. Okay. Je prends pas des gens de l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire que c'est en même temps, on va dire. C'est-à-dire qu'au cours d'une affaire, il y a plusieurs étapes. Et notamment, quand on a une affaire, on va devant un juge.
Les clientes ou les clients sont paniqués à l'idée de devoir affronter cet exercice en présence du conjoint, avec lequel, bien évidemment, il y a les différends. Oui, c'est particulièrement désagréable comme... Voilà, donc c'est un moment désagréable et donc je prépare à cette audience. D'accord. Je prépare aussi aux expertises, c'est-à-dire qu'il y a souvent des experts qui sont désignés dans ce genre de dossier, experts médico-psychologiques, experts psychiatriques, que ça soit au pénal, que ça soit au civil, ce qui leur permet de dédramatiser, ou en tous les cas de se préparer. C'est un petit peu comme un galop d'essai, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et je peux faire des mises en situation alors, je dis pas que ça se passe toujours très bien. En tous les cas, ça se passe mieux que ça ne se serait passé. Oui. Voilà, parce que déjà, il y a une préparation. Les questions que je pose, elles n'auraient jamais pensé que l'expert allait leur poser. Oui, c'est ça. Vous les mettez en condition, en fait. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on peut facilement se retrouver hyper démuni face à soit un juge, un expert. C'est ça. Et du coup, que ça dessert. Et tout simplement, voilà. Et devant le tribunal correctionnel, je leur explique comment ça se passe, je leur fais des plans. Parce qu'on en voit des prévenus qui s'expriment de façon tellement... C'est ça. Donc en fait, comme on peut le voir, vous avez quand même plein de casquettes différentes, si je puis dire. Avez-vous rencontré des défis particuliers au cours de votre parcours? Et si oui, comment vous les avez surmontés? Les défis, on en rencontre tous les jours. En fait, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Rien n'est acquis, rien n'est certain. Il faut sans arrêt se renouveler, il faut sans arrêt innover. La concurrence est de plus en plus difficile et puis on doit y faire face en permanence parce que ça n'est pas forcément toujours agréable. Les audiences, les confrères ou les consoeurs ne sont pas forcément bienveillantes. Bon voilà, donc ça il faut s'y préparer. Il faut avoir une armure. C'est difficile. J'ai mis longtemps à la voir. C'est vrai. Donc c'est un travail de tous les jours. Ouais. Complètement. L'affaire Jacqueline Sauvage a fait beaucoup parler d'elle et revient souvent quand on parle de vous. Quel impact a eu cette affaire sur votre carrière? Alors, l'affaire Jacqueline Sauvage est, je veux dire, mondialement connue. On a eu des articles dans le monde entier. Donc on a été connus, mais on était déjà un petit peu connus auparavant pour justement la défense des femmes victimes. En général, des femmes qu'on a défendues. Et déjà votre ligne de... Oui, la ligne de conduite est toujours la même. Je ne prendrai jamais comme client un dossier où un prévenu vient voir en me disant j'ai battu ma femme. Oui, bien sûr. Voilà, je dis non. Question de cohérence. Voilà, c'est une cohérence que j'ai choisie, une ligne de conduite, parce que certains font les deux. Moi, j'ai choisi de ne m'occuper que des femmes victimes, qui peuvent d'ailleurs être prévenues, la preuve en est, ou coupables. Enfin, en tous les cas, comme Jacqueline Sauvage et comme Diane. Impliquée dans une affaire c'est ça. Criminelle, mais... C'est ça. Alors, on va passer à la partie anecdote. C'est une question que les gens se posent souvent. Comment les avocats se font connaître? Vous rappelez-vous d'une affaire en particulier qui vous a permis de gagner en renommée et du coup de gagner une clientèle par derrière? Il y a eu une première affaire dès l'installation que j'ai faite sur cette spécialité, une première affaire où ma cliente était victime, effectivement, mais en même temps était accusée. D'accord. Et elle a été acquittée. Donc ça a été le déclencheur et ensuite est arrivé très rapidement. Vous êtes aperçu que suite à cette affairement, parce qu'elle a été médiatisée... Ça a déclenché beaucoup de choses. Les clientes venaient chez nous. Enfin, c'était extrêmement impressionnant d'ailleurs, parce que tout le monde nous avait dit mais ces femmes n'oseront jamais venir dans votre cabinet. C'est une matière assez particulière, la violence, etc. Donc et puis en fait, elles sont arrivées petit à petit et en fait, on a aidé beaucoup de femmes. D'accord. Alors une question qui peut être très intéressante pour les futurs avocats. Comment gérez-vous le stress et la pression liée à votre métier, surtout parce que vous traitez souvent d'affaires assez sensibles? Je crois que le stress dure toujours avant une audience, même une petite audience, bizarrement, parce qu'il n'y a pas de petite affaire ou grande affaire. Il y a des affaires beaucoup plus oppressantes, parce que il y a évidemment parfois la presse, donc ça oppresse un peu. Et je crois qu'il faut là encore, mettre une armure entre vous et les autres, ce qui est compliqué. Et moi, je suis toujours stressée. Alors, ce qui m'aide, c'est de bien connaître le dossier.
Donc ça c'est imparable, c'est-à-dire que vous vous sentez beaucoup plus forte. Déjà, voilà, donc je suis assez besogneuse, assez perfectionniste. Et pour se détendre, je crois que c'est chacun qui se connaît mieux que personne. Hein. C'est-à-dire on peut aller faire une balade avant, écouter une chanson, marcher, danser. Enfin, je sais pas, il faut quelque chose qui vous décontracte avant d'y aller. Mais vous allez à un combat. C'est un combat de boxe. Il faut le savoir. Ça n'est pas facile. Ce que l'on montre effectivement aux autres, aux tiers, c'est vraiment que ce qu'on veut faire paraître. C'est-à-dire c'est bien, c'est la cour d'assises, il y a des effets de manche, mais il y a tout le travail en amont. Il y a toute la préparation, en fait, comme tout métier, comme un boulanger, tous les métiers exigent énormément de l'autre si l'on veut réussir mieux que l'autre. Oui, c'est ça. Mais vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a pas de petites audiences, parce que, en fait, pour vous, ça va être une affaire parmi tant d'autres, mais pour les gens que vous défendez, c'est l'affaire de leur vie. Enfin, concrètement, ils ne vont pas se retrouver, enfin, on espère pour eux qu'ils ne vont pas se retrouver 20 fois devant un tribunal, et du coup, pour eux, c'est et en même temps, au moment où je dois les défendre, au moment où je pars une semaine, par exemple, pour les défendre, c'est l'affaire de ma vie aussi. Parce que je me mets complètement dans une bulle, je ne prends pas de coup de fil, je ne m'occupe que de l'affaire, je me mets dans la peau de la femme que je défends, et plus rien ne compte à ce moment-là. C'est très prenant alors, mais je pense que c'est la meilleure façon pour défendre à 100% quelqu'un. Oui, parce que la personne qui vous confie le dossier n'a pas forcément les bons mots, n'a pas forcément envie de parler de tout, n'a pas forcément le courage, tout simplement, de le faire. Donc si vous ne l'avez pas pour elle, si vous ne trouvez pas les bons mots, les jurés vont pas acquiescer à ce que le peu qu'elle dit. Il y a d'ailleurs des présidents qui m'ont dit en cours d'audience de venir les voir en disant il faut faire parler votre cliente parce que là ça va pas du tout. C'est ça en fait, c'est prendre la voix pour quelqu'un en fait. C'est ça. J'imagine que vous avez déjà dû faire face à des mauvaises expériences dans votre carrière d'avocate. Avez-vous des exemples en tête? Les mauvaises expériences, elles peuvent avoir lieu avec les clients, les clientes, mais aussi avec les confrères. Donc j'en ai... j'allais vous poser une question sur ça, donc ça tombe bien qu'on aborde le sujet. Bien sûr, des confrères indélicats, des confrères qui vous disent pas bonjour, alors que vous vous arrivez, qui oublient effectivement la prestation de serment, voilà, et qui sont indélicats, qui sont irrespectueux, etc. J'en ai eu. Surtout les hommes. Vous diriez que c'est fréquent? Surtout les hommes. D'accord, surtout les hommes. Surtout les hommes au pénal. Voilà. Mais est-ce que vous diriez que c'est fréquent? Alors, il n'y a pas une entente cordiale entre, finalement, je trouve que j'espère que pour la prochaine génération, ça sera mieux. Mais moi, j'ai connu effectivement des confrères indélicats dès que j'ai commencé. Et j'en connais encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai d'autres armes, c'est-à-dire que finalement, je m'en fiche un peu. Je trace et je continue. Mais c'est vrai que ça laisse toujours un goût amer. Après l'audience, on n'est pas forcément très bien. Mais c'est ce que j'allais dire, ça ne doit pas toujours être facile, surtout quand on est plus jeune. Alors comme vous dites, maintenant, vous avez une certaine expérience, donc c'est peut-être une habitude, une lassitude face à ça. Mais les premières fois, surtout, ça ne doit pas être... ça nous atteint, on reste... On est atteint, on ne reste pas indemne, donc il faut... c'est-à-dire qu'on n'est jamais prêt à ces indélicatesses, jamais. Jamais, parce que ça peut aller ça peut aller loin parfois aussi dans les propos, etc. Ah oui. Oui, il y a beaucoup de machisme. Toutes ces histoires de machisme, etc., d'entente avec les confrères, ça fait partie des défis. Est-ce que vous en voyez d'autres? Moi, je parle de ma carrière, et je pense aussi de certaines de mes consoeurs, amies. On a rencontré des difficultés même avec des avocats plus anciens qui vous convoquaient parce qu'on devait s'occuper d'un contrat et puis qui s'arrangeaient pour être seuls avec vous dans la soirée, quoi. Voilà, donc on a connu aussi, comme dans tous les milieux, des moments difficiles où il fallait justement faire des pirouettes pour s'en sortir. Ouais, faut pas se laisser faire, faut pas se démonter, Mais il faut pas se démonter. Après, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais il faut pas se démonter et trouver des prétextes pour échapper à tout ça, quoi. Bah oui, surtout après, j'imagine quand on débute sa carrière et qu'on est face à des avocats qui sont expérimentés et on peut se sentir... ça peut être difficile de mettre des barrières. Mais en même temps, il y a
Il y a maintenant balance ton avocat, etc. Il y a quand même il y a quand même des possibilités où on prévient, ou dénoncer absolument, ne pas y aller, attention, il y a telle et telle chose qui ne vont pas, voilà. Bon. Mais ça, alors je me pose la question là en même temps qu'on en parle, mais le bâtonnier, il n'est pas censé faire quelque chose s'il y a des signalements? Normalement oui, mais il en fait, à condition que les gens aient des preuves, j'imagine. Voilà. C'est toujours le même. À condition que les gens aient le courage d'y aller aussi, parce qu'après ils se disent ma carrière est foutue si je commence à me faire connaître. Généralement un avocat peut être le copain d'un membre du Conseil de l'ordre, etc. Donc c'est toujours extrêmement délicat mais je pense qu'il faut pas hésiter à partir. Alors c'est pas toujours facile de partir, parce que effectivement partir pour aller où, pour retrouver quoi, etc. Mais en tous les cas, maintenant il y a des sites où l'on explique où ne pas aller. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est clairement dénoncé. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Donc ça peut servir. Donc du coup, c'était une question que j'allais vous poser. Comment décririez-vous les relations entre confrères? Plutôt bienveillance ou concurrence? Alors, bienveillance, pas toujours. Les deux. Alors, bienveillance, ça devient de plus en plus rare. Pour moi, en tous les cas, je sais pas. Alors, est-ce que peut-être parce que je suis souvent sur les médias, donc ça indispose, peut-être, je sais pas. Vous pensez bienveillance, pas trop. Après, il y a beaucoup de concurrence, effectivement. Et ça crée des tensions. Oui, j'ai eu d'ailleurs des anecdotes assez difficiles à digérer. Où une consoeur a commencé sa plaidoirie en disant ici nous ne sommes pas sur BFM, on va parler de choses un peu sérieuses, donc vous prenez ça en pleine face, c'est ça. Donc il n'y a pas de caméra, etc. Donc là on va devenir un peu sérieux. Et qu'est-ce qu'on répond alors? Elle plaidait, elle a commencé sa plaidoirie de cette manière, mais moi j'ai plaidé avant puisque j'étais pour la partie civile. Ça c'est pas. Et j'avoue qu'elle avait un gros problème avec moi à ce niveau-là. Parce qu'après, je l'ai retrouvée dans les couloirs. Enfin, je faisais une réflexion en disant qu'effectivement, le réquisitoire avait été très sévère pour son client, mais à la cantonade, pas en m'adressant à elle. Elle a dit, vous le direz à la télé. Ok, d'accord. On sent les hostilités. Non, mais qui est cette forme de concurrence dans le prétoire, c'est normal. Mais qu'après, en dehors, dans les couloirs, on ne soit pas capable de retrouver cette bienveillance. Alors, je me dis que tant qu'on va me parler de cette manière, ça veut dire aussi que je dérange. Ça veut dire aussi que ça devrait. Alors, au départ, j'ai vraiment accusé le coup, c'était pas agréable. Et puis finalement, j'en ai parlé autour de moi. On m'a dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une jalousie incroyable. Sinon, on s'en fiche de toi. Pourquoi on est insistant à ce point-là sur la télé, la médiatisation, etc. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Si vous dérangez, c'est parce que les gens considèrent que vous êtes mis en avant, que ce que vous faites c'est bien, et du coup ça dérange. Sinon, ils ne prendraient même pas le temps de. Oui, parce que même si c'était mal et qu'elles le pensent, c'est leur droit. Je vois pas pourquoi s'acharner sur moi. Voilà. Donc j'ai quand même quelques scories dans ma vie, à affronter. Je me demande toujours en face de qui je vais être. Ça, c'est une certitude. Mais bon, rassurez-nous, ça vous arrive de tomber des fois sur des personnes très agréables. bien sûr. Je dirais pas très, mais agréable. Ok, oui, cordial au moins. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on demande. Minimum, en fait. Une confraternité. Point. Quel est l'aspect que vous préférez dans votre métier? Moi, ce que je préfère, c'est plaider. D'accord. En fait. Ce qui vous anime au quotidien, c'est d'aller au tribunal. Oui, mais c'est pas une partie de plaisir, c'est très douloureux. Je pense que on perd un peu de son âme en plaidant à chaque fois, surtout des grosses affaires. C'est pas simple, on n'y va pas les mains dans les poches. Voilà, c'est pas. Ou alors il y en a pour qui c'est inné peut-être, mais je pense qu'il y a du travail derrière. C'est aussi l'objet d'une question que je voulais vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en pleine plaidoirie de vous sentir prise par l'émotion? Et comment gérer cette émotion? Parce que vous traitez d'affaires qui sont difficiles, que ce soit en droit de la famille, en droit pénal, vous êtes souvent confronté à ce que l'humain peut faire de pire. Oui, ce sentiment d'impuissance, de bouleversement, oui. Alors dans ces cas-là, je crois qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, de respirer, il ne faut pas se laisser envahir. Alors après, vous avez le droit d'avoir des larmes dans les yeux. Il ne faut pas se mettre à pleurer non plus, j'imagine. Se mettre à pleurer, c'est déconseillé. Vous avez déjà vu ça? J'ai déjà vu ça. En tous les cas, des clientes qui sont venues après me voir après une autre affaire qu'elles avaient eue, ou la même affaire avec une autre consoeur, m'ont dit elle a pleuré tout le temps. Donc là, c'est un signe qu'il ne faut pas faire cette... c'est pas, pendant la garde à vue, elle avait pleuré tout le temps. J'ai dit c'est quand même curieux. Voilà.
Donc il faut faire très attention de ne pas se laisser envahir par ses émotions, parce que parfois ça peut être aussi un reflet miroir par rapport à une histoire personnelle, etc. Donc je crois qu'il faut se détacher de tout ça comme un psy. Quand on s'investit beaucoup dans un dossier aussi, même si ça n'a rien à voir avec notre histoire personnelle, quand on sait ce que la personne qu'on défend peut traverser, ça peut être tout à fait légitime de se sentir envahi par l'émotion. C'est ça. Donc tout est question de contrôle en fait. Il faut quand même. L'émotion, vous l'aurez toujours. C'est le contrôle qui va changer. Et ça, alors ça s'apprend avec l'expérience. Ça s'apprend, c'est une affaire personnelle. Certains l'apprennent pas, et puis d'autres, finalement, on se dit j'ai l'air ridicule. Enfin, c'est quand même, vous avez un rôle à jouer, vous avez une fonction à tenir, et on vous a choisi parce que justement, pour être solide, vous êtes censé d'être plus fort, plus solide qu'elle-même. Donc, si à partir du moment où vous vous effondrez, elle n'a plus besoin de vous. Racontez-nous un peu. Quelles sont les affaires les plus marquantes de votre carrière, ou si vous pouvez nous parler d'une affaire qui vous a marqué en particulier et pourquoi? Alors, beaucoup d'affaires m'ont marqué. Les violences au paroxysme, ça a été une femme qui souffrait tellement qu'elle a voulu se suicider, qu'elle a voulu emporter ses enfants avec elle, et que les enfants sont morts et pas elle, parce qu'elle a été sauvée à temps. Donc ça a été compliqué. Moi, pas une seconde j'ai hésité à la défendre, alors que c'était pas forcément évident, parce qu'elle était accusée pour le meurtre de ses enfants. Et en fait, pour assassinat. Et en fait, elle ressemblait à mes copines, elle ressemblait à mes cousines. Enfin, c'était une femme qui n'avait rien à faire là, mais qui avait un parcours. Un peu chaotique, un peu chaotique, sans que ça apparaisse. L'apparence était trompeuse. On pensait que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et en réalité, non. On s'est rendu compte au fil du temps et au fil de l'audience qu'elle avait vécu des choses très dures. Et on l'a découvert au fil de l'audience aussi. Mais instinctivement, j'ai voulu la défendre parce que je me suis dit, pour en arriver là... Vous sentiez qu'il y avait quelque chose derrière, quoi, de plus, absolument. En général, il y a toujours quelque chose derrière. C'est ça qu'il faut creuser. Je vais vous poser une question qui peut-être sera un petit peu amusante. Quelle est la demande la plus étrange que vous avez reçue de la part d'un client? Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des clients qui viennent et qui vous demandent des choses un peu... Les demandes étranges, c'est surtout quand les auteurs de violences viennent me trouver. Ah oui. Et qu'ils arrivent en ne me disant pas pourquoi ils viennent. Ils me disent, voilà... ah oui, ça vous arrive ça? Oui, et en fait, ils me disent... finalement, bon, je lui ai donné 3 gifles, c'est pas grand-chose. Oui, et puis bon, je l'ai bousculée, mais enfin, c'est pas grand-chose. Elle en fait tout un plat, etc. Donc, voilà. En fait, comment peut-on imaginer que je puisse les défendre en sachant ce que je fais? Mais je pense que c'est manipulateur. Ou alors est-ce qu'ils savent très bien? Ils sont très bien formés, mais c'est de la manipulation pour que je les défende en disant mais non, pas du tout, il a répliqué simplement, etc. Donc ça, c'est... Mais ça marche pas, ça vous vous rendez vite compte Très très vite. Ok, d'accord. L'avocat dispose d'une clause de conscience lui permettant de refuser certaines affaires. On en parlait tout à l'heure, donc, et là on l'a évoqué de nouveau. Vous, par exemple, votre ligne de conduite, c'est de refuser les auteurs de violences. Est-ce que sinon ça vous est déjà arrivé aussi dans une autre affaire, dans un autre cas de figure, de refuser une affaire, et pourquoi? Alors, tout ce qui touche aux enfants, je refuse. La pédophilie, etc. Voilà, pour moi, c'est très, très compliqué. Donc, tout ça, je refuse. Tout ce qui touche aux enfants, je m'y refuse. Je suis là pour défendre les enfants, éventuellement, mais pas pour défendre les auteurs. Okay. C'est une ligne de conduite. Oui, il y a des avocats qui, indifféremment, défendent les auteurs, défendent les victimes. Moi, j'ai décidé, tout de suite, quand j'ai fait cette spécialité, de refuser systématiquement, alors qu'effectivement, un avocat doit défendre tout le monde. Oui, tout le monde a le droit d'être défendu, peu importe ce qu'il a commis, c'est un droit fondamental. Voilà. Mais je me sens pas capable. Vous avez votre clause de conscience, et c'est d'accord. Voilà. Quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours, votre plus grande satisfaction professionnelle? La plus grande fierté, c'est d'avoir eu la grâce d'une de mes clientes, bien évidemment. Ça n'arrive que très rarement à un avocat d'avoir une discussion avec un président de la République et le persuader que la condamnation de son client ou sa cliente n'est pas adaptée. Et je dois dire que c'est une grande fierté pour moi. Oui, puisque ça reste dans les annales et ça reste dans le plus beau cadeau d'une vie professionnelle.
J'imagine. Donc en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Vous êtes allé rencontrer le président, vous avez replaidé, on va dire, pour votre cliente, comme si vous étiez devant le tribunal. Tout à fait. Tout à fait, parce que Jacqueline Sauvage donc avait été condamnée. Ensuite, il a été demandé sa demande de mise en liberté, libération conditionnelle. Tout a été refusé en permanence. On ne faisait que confirmer tout ce qui avait été décidé par les juges. Et à chaque fois, il fallait plaider. À chaque fois, il fallait argumenter. C'était une vraie bataille. Une vraie bataille. La dernière bataille, ça a été d'écrire au président de la République et de lui demander la grâce. Il a écouté attentivement et finalement il a fallu replaider, mais il avait accordé une... C'était François Hollande. C'était François Hollande et qui a accordé une grâce partielle dans un premier temps. La grâce partielle signifiait qu'effectivement le verrou de sûreté sautait et que l'on pouvait effectivement demander une libération conditionnelle. Ce qui n'a évidemment pas été accordé puisqu'il y avait le pot de fer contre le pot de terre, les magistrats, le président, enfin... Tout le monde tirait la couverture à eux. Et finalement, il a fini par accorder une grâce totale. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de discussion possible. Il a pris sa décision définitive. Donc ça, c'est une avancée énorme. Ça doit rester un grand souvenir, c'est vrai. Un grand souvenir, surtout de bataille. Une bataille qui a duré des années. Et pour avoir un résultat aussi exceptionnel, ça vaut le coup. Par exemple, dans une affaire comme ça, est-ce que vous gardez des contacts avec votre cliente ? En ce qui concerne Jacqueline Sauvage, elle est décédée, mais généralement, et je l'ai remarqué pour mes gros procès, mes plus gros procès, le lien se coupe au fil du temps. Parce que je pense que... Les gens ont besoin de passer à autre chose. Je pense aussi. Je pense que les souvenirs sont douloureux. On sait beaucoup de choses d'eux. Même des choses qui n'ont pas été dites, et ni à leur famille, ni effectivement aux juges, et que quelque part, on les a scannés. Et quand on est avocat, c'est ça, en fait, finalement, on rentre vraiment dans l'intimité de la personne. Alors, entrer dans l'intimité, c'est une chose, à condition de savoir y entrer. Et à condition de poser les bonnes questions, et à condition de ne pas les poser trop tôt. Enfin, il y a tout un art. Il y a tout un art, effectivement, qui tient de la magie un peu, parce que parfois ça marche moins bien. Mais l'essentiel, c'est que avant le procès, tout ait été dit. Voilà. Bien connaître son client, je pense que c'est important pour bien pouvoir et bien le mettre en confiance. Surtout. Et bien anticiper aussi ce qu'il pourrait dire, ne pas dire. C'est ça. On va passer à la troisième partie qui porte sur les conseils à destination des étudiants. Dans cette partie, nous allons notamment répondre aux questions que vous nous avez posées sur Droit au but. C'est super et toujours très enrichissant de pouvoir vous faire partager. Alors, première question, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en droit qui souhaitent devenir avocats ? Je conseillerais de persévérer, de ne jamais baisser les bras. On arrive avec beaucoup de patience, beaucoup d'efforts aussi, mais on y arrive. On finit par y arriver. Et celui qui est motivé, finalement, sera en place, à sa place. Et quelles sont les principales qualités, selon vous, qu'un avocat doit posséder en général, et puis après, peut-être plus particulièrement, un avocat qui souhaiterait intervenir en droit de la famille, en droit pénal? Les qualités, c'est la pugnacité, ne jamais baisser les bras, même lorsqu'on croit que tout est perdu, la preuve. Dans certains de mes procès, le calme, la confiance en l'autre aussi, parce qu'il faut avoir confiance en son client comme le client doit avoir confiance en vous, c'est-à-dire c'est une réciprocité, une entente, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à dénouer des choses et à avancer avec le client ou la cliente. Et puis l'effort, le travail. Le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Ne pas avoir peur de la charge de travail. Absolument. Quels sont selon vous les principaux avantages et les inconvénients de la profession d'avocat ? Les avantages, c'est la liberté de gérer sa vie professionnelle comme on l'entend. Il y a une liberté de plume, il y a une liberté de parole. Donc ça, c'est très agréable. Les inconvénients, c'est... être avocat, ça n'est pas toujours facile. Il y a l'envers du décor, c'est-à-dire le côté administratif, le côté effectivement charges qui sont très élevées pour un avocat à Paris.
Enfin, il y a tout ce côté Est-ce que c'est des choses qu'on apprend à l'école, ça, ou pas du tout? Est-ce qu'on les apprend vraiment dans la pratique? En ce qui me concerne, j'ai jamais appris, mais aujourd'hui, il semblerait, mes collaboratrices me disent qu'elles l'apprennent pas davantage ou très peu. D'accord. En fait, c'est vraiment un mode d'emploi personnel, quoi. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors des dossiers et en dehors de la plaidoirie. Donc ça, ce serait pour les inconvénients, alors? Absolument. Ouais. Et quels sont les aspects les plus gratifiants de votre métier? Les plus gratifiants, c'est la reconnaissance des clients qui vous envoient des mots extraordinaires. Sans vous, je ne sais pas comment j'y serais arrivée. Merci d'être là, etc. Moi, ça me suffit à m'embellir une journée. Vous avez le sentiment d'être utile, voilà. J'ai le sentiment d'accompagner sur une autre rive des personnes, de les faire traverser vers autre chose, voilà, vers la lumière, alors qu'elles étaient très 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 obscures jusque-là. Et comment s'organise votre temps de travail? Plaidez-vous le plus souvent, ou est-ce que vous passez beaucoup de temps en rendez-vous avec les clients? Essayez de nous partager votre journée type. Alors, chaque semaine est différente. Ça peut être une semaine où on peut rester davantage au cabinet, où on reçoit les clients éventuellement. Ça dépend un peu de l'agenda, comment il se présente. Parfois, quelquefois, il faut aller sur le terrain tout le temps. Donc, on peut être en province, donc ça fait perdre beaucoup de temps. Vous déplacez beaucoup? Oui, je me déplace beaucoup. D'accord, sur toute la France, oui. Sur toute la France. Donc, ce qui veut dire que tout dépend. L'agenda n'est pas immobile, n'est pas statique. Tout dépend un petit peu de la volonté des clients. Et tout dépend de l'agenda qui vous est ordonné aussi par les juges, par les greffes, etc. Oui, tel jour, vous avez une instruction, tel jour, on ne peut pas y échapper. C'est pas vous qui fixez les audiences. Non, c'est ça. Ce que je fixe, c'est les visites en prison, c'est les rendez-vous clients, et puis les moments où je suis au cabinet, où j'en profite pour faire un peu de gestion, j'en profite pour faire des recherches, j'en profite pour faire des tas de choses, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien faire beaucoup de choses, mais en même temps, une journée ne suffit pas. Oui, on a toujours l'impression de manquer de temps. Qu'est-ce que vous nous diriez s'agissant de la charge de travail? Quel temps en moyenne consacrez-vous par jour, on va dire, à votre travail? Énormément. Dans un cas où tout est calme, ça sera 9 heures à peu près. Et quelquefois, quand je pars, alors on peut travailler jusqu'à minuit, 2 heures du matin, le matin se lever à 7 heures. Donc, il n'y a pas d'horaire. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'horaire. Une instruction peut se finir à 23 heures. Une audience devant le tribunal correctionnel peut se terminer pareil, beaucoup plus tard même. Il y a même 1 heure du matin. Donc, en fait, il ne faut pas dire à son ami, son compagnon, j'arrive à faire une quiche. C'est pas possible. Il ne faut pas prévoir ça comme ça. Parce que quand vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas partir. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà. Une question qui revient assez souvent, c'est quelles sont les affaires que vous traitez le plus souvent? Donc la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on vient vous voir? Alors on vient me voir systématiquement parce qu'on a subi des violences au sein du foyer, que ce soit des concubins ou des ex-concubins ou des pacsés ou des mariés. Donc on vient me voir en me disant voilà ce qui s'est passé à telle et telle époque, voilà ce qu'il m'a fait. On vient me voir aussi en me disant voilà, j'ai porté plainte, il y a eu un classement sans suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On me appelle aussi pour me dire je veux vous voir parce que mes enfants subissent des attouchements de la part du père. Ou des grands-parents viennent me voir en disant on soupçonne le père, notre beau-fils, d'avoir abusé de notre petite fille. Vous direz que c'est assez fréquent, ça? Ah oui, de plus en plus. De plus en plus. Là, cette semaine, j'ai eu que ça. Ah bon? Ok. Des harcèlements scolaires à l'école, où on touche les petites filles ou les petits garçons, etc., par des camarades ou par des enseignants, etc. Donc j'ai eu ça aussi. Ok. Et est-ce que vous vous rendez souvent en prison pour voir vos clients, ou est-ce que c'est quand même assez rare? Et aussi, comment ça se passe dans cet environnement-là? Comment sont les clients avec vous, ceux qui sont en prison? Ça se passe Alors, bien? Il y a plusieurs stades. Oui, bien sûr, j'y vais, puisque j'ai des clientes qui y sont. Et lorsque j'y vais, alors au départ, leur choix ou émane d'eux ou de leur famille, hein, le choix de d'être venu à moi pour m'avoir confié le dossier. Quand il s'agit de la famille qui m'a choisi, parfois, il y a un peu de réticence.
Donc au fil du temps, soit on l'apprivoise, soit on l'apprivoise pas. Quand on apprivoise, c'est gagné. Mais c'est un moment difficile, hein, mais que là encore, je prends des distances parce que j'ai l'habitude. Mais c'est une autre vie, c'est un autre milieu. Pour certaines, elles n'ont pas eu l'habitude, hein, franchement, parce que c'était des gens tout à fait insérés dans la société. Oui. Voilà. Et qui se retrouvent projetés du jour au lendemain dans ce milieu qui leur ressemble pas. Alors, on va parler de l'échec maintenant. La peur de l'échec, la comparaison avec les autres, la résilience sont des sujets qui sont souvent abordés quand on fait des études aussi exigeantes que les études de droit et quand on souhaite viser des professions qui demandent de passer des concours sélectifs. Que diriez-vous à un étudiant qui a passé Moi, je dirais que la persévérance est le moteur de ce métier. De toute façon, qu'on soit déjà avocat aussi, ça change rien. Il faudra toujours persévérer. Et je citerai une phrase qui dit que on ne perd jamais. On en gagne toujours en expérience, en fait, de ce qui vient de vous arriver. Ça a un sens. Même l'échec a un sens. Même si... évidemment, on a 3 fois pour réussir. Même si on ne réussit pas, tout ce qui a été fait ne sera jamais perdu. Ça aidera pour d'autres voies, pour d'autres horizons. Mais je crois qu'il faut croire en soi, avoir confiance en soi. Et ce bagage restera à jamais. Savoir rebondir. Absolument. Savoir rebondir et tirer du bon dans cette expérience, même si elle n'a pas forcément de toute façon, l'échec apporte toujours du bon. S'il n'y a pas d'échec, de toute façon, on ne peut pas apprécier les belles choses après. Exactement. Alors, on va passer à la question quand même favorite, je pense, des étudiants en droit. Est-ce qu'un avocat gagne bien sa vie ? Tout dépend de l'avocat. Tout dépend de la matière, du domaine d'exercice. En droit des affaires, on gagne mieux que certains pénalistes. Certains pénalistes gagnent mieux que le droit de la famille. Donc tout dépend de la notoriété. Tout dépend de ce que l'on veut aussi. Travailler d'arrache-pied, travailler pour l'argent ou pas. Savoir aussi... accepter qu'on vous paye pas très bien, même pour ce que vous faites très bien. Voilà, c'est une question de dosage. D'accord. Avez-vous des ressources favorites, que ce soit des revues, des podcasts, etc., à recommander à des étudiants qui souhaitent rester informés de l'actualité juridique Alors, je remarque de plus en plus les jeunes, même étudiants, aident beaucoup dans leurs réseaux sociaux, hein, comme vous par exemple. Je trouve que c'est très intéressant. J'aurais adoré, quand j'étais étudiante, avoir ce genre de contact visuel en plus qui explique bien ce qui nous pousse en réalité, lorsqu'on voit vos vidéos, à aller plus loin, à aller voir effectivement le code pénal, le code civil, oui, pour s'améliorer. Absolument, ça pousse à la curiosité. Donc je trouve qu'il y a des outils qui n'existaient pas il y a plusieurs années et ça facilite beaucoup les choses. Bien sûr, aujourd'hui on a accès à beaucoup plus d'informations en continu. Dès qu'une décision sort, on la connaît, c'est divulgué sur les comptes Instagram, etc. Donc vous utilisez... Et l'actualité aussi. Donc moi j'utilise beaucoup l'actualité, surtout sur les violences. De toute façon, tous les jours, il y a des faits divers, donc je les regarde, j'essaye de comprendre, et malheureusement, c'est toujours le même schéma, le même mode de fonctionnement de ces auteurs, de ces femmes qui s'étaient plaintes, de ces femmes qui avaient porté plainte, et qui, malgré tout, ont été tuées. Donc, en fait, malheureusement, l'actualité est très triste dans mon domaine, parce que ça ne change pas depuis des années. Alors, vous en avez fait l'expérience avant eux. Alors, avec du recul, quels seraient vos conseils aux jeunes avocats qui souhaitent créer leur cabinet ? Se lancer seul, savoir quel est le bon moment, c'est une question qui se pose souvent, et surtout quels sont les pièges à éviter ? Les pièges à éviter, je dirais, il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment mûrir la chose, comme quand on achète un appartement. Je veux dire, il faut réfléchir, il faut faire un business plan, essayer de voir quels vont être les clients, quels vont être les revenus et surtout quelles vont être les charges. Et faire effectivement une balance et savoir si elles peuvent en tirer un revenu tel qu'on le conçoit. Pour chacun, il va changer. Donc déjà, penser à tout ça. Et puis se dire aussi qu'allez pas trop vite parce que vous ne connaissez pas tout. Et justement, ça peut être dangereux.
d'aller trop vite. D'accord, donc prendre son temps, passer quelques années en collaboration. Moi, je le suggère, oui, parce que c'est un bon moyen de se former. D'accord. Absolument. Merci pour tous ces conseils pour les étudiants. Nous allons passer à la dernière partie qui portera sur des réflexions sur la justice en général en France. Alors, je vous pose une question un peu peut-être difficile à répondre. Si vous avez la possibilité de modifier une loi ou un aspect du système judiciaire aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Alors, modifier le système judiciaire, en tous les cas, moi, ce que j'aimerais, c'est une synergie entre tous les juges. Entre le juge des enfants, le juge pénal et le juge aux affaires familiales, qui est parfois en contradiction. Oui. On a des décisions complètement contraires. Personne ne dit la même chose. Absolument, personne ne dit la même chose. Un homme considéré dangereux qui va être détenu aura quand même le droit de voir ses enfants, aura quand même l'autorité parentale sur ses enfants. Donc je crois qu'il faut qu'ils communiquent entre eux. Parce que le juge pénal, quand il rend sa décision, n'a pas vu le juge aux affaires familiales ni le juge des enfants. De plus en plus, quand il y a des décisions par les juges des enfants, des enquêtes sociales, etc., le juge aux affaires familiales a tendance à aller voir le dossier du juge des enfants, parce qu'on lui a suggéré depuis des années. Mais il y a parfois des situations rocambolesques, où vraiment les décisions sont totalement contraires l'une de l'autre. Donc un manque de communication. Voilà, moi j'aimerais effectivement une communication, même avec les services de police. D'accord, ouais. Comment voyez-vous l'engagement des avocats pour faire évoluer les lois, notamment en matière de droits fondamentaux et est-ce que vous qualifieriez d'avocate engagée ? Oui, bien sûr. Engagée dans la défense, dans les injustices, dans les erreurs, effectivement, des articles de loi concernant des victimes, des articles qui ont été faits, par exemple sur la légitime défense pour des hommes qui se battent entre eux, et non pas une femme qui se bat avec un homme de stature différente, de posture différente, etc. Des hommes qui ne se connaissaient pas. Or, une femme et un homme qui vivent en couple, pour moi, ça doit être complètement différent. Et je veux dire, il faut s'alimenter vers des pays européens ou vers le Canada. En Espagne, ils comprennent parfaitement qu'il y a des tests qui ne peuvent pas s'appliquer tels qu'ils ont été écrits, rédigés. C'est impossible, donc il faut modifier tout ça aussi. Prendre le temps de légiférer pour des cas spécifiques. D'accord. Donc oui, nous l'avons évoqué, vous êtes très engagé dans la défense des violences faites aux femmes, mais quelles sont selon vous les récentes évolutions législatives qui ont eu un impact significatif sur les droits des femmes ? Alors, il y a beaucoup je dirais, d'armes juridiques pour se défendre, mais en réalité, elles ne sont pas forcément bien appliquées. Il y a eu effectivement la reconnaissance des violences psychologiques, ce qui a été une grande avancée. La reconnaissance aussi que c'est une circonstance aggravante des violences faites sur un conjoint ou un ex-conjoint. Donc tout ça est formidable. Dans la réalité, les peines ne sont pas pour autant sévères et ne sont pas dissuasives. Oui, on parle souvent du fait que la justice est un peu laxiste. Tout à fait. Vous êtes d'accord, notamment dans ce type de violence. C'est inadmissible de laisser quelqu'un retourner parfois faire sa peine au domicile conjugal avec un bracelet électronique. C'est insensé, insensé. Ou ne pas dire à la personne qui a subi des violences que le détenu va sortir et il va être en bas de chez elle, ou en lui téléphonant, en la narguant. Enfin, il y a des choses épouvantables. Mais déjà, dans ces cas-là, on ne devrait pas y avoir systématiquement des mesures d'éloignement. Comment c'est possible qu'un auteur de violence conjugale puisse retourner au domicile? Mais voilà, donc il y a des dispositifs qui doivent être mis en place, qui sont prévus dans la loi, les bracelets électroniques, qui ne sont pas appliqués. Moi, quand je suis heureuse, c'est quand j'ai un jugement qui dit « Monsieur, vous sortez du département, interdiction d'habiter là ». Donc déjà, ça me rassure. Mais dans la plupart des cas, ça n'est pas vrai. C'est pas respecté. C'est pas respecté du tout. Pensez-vous que la constitutionnalisation de l'IVG soit une bonne chose ? Voyez-vous cela plus comme un symbole ou comme une réelle avancée ? Moi, je pense que c'est un symbole pour moi, parce que les choses avaient déjà été mises en place bien avant, et c'est un symbole. Mais en même temps, on en parle encore. On veut avancer quand même aussi. Puis c'est surtout que ça a été consacré en tant que liberté et non pas en tant que droit. Et il y a quand même une différence. Absolument. La liberté de la femme, finalement, est prônée dans cette
approche des choses, on va dire. Donc c'est quand même bien, mais est-ce que dans la pratique ça va changer les choses? Enfin, est-ce que ça va vraiment apporter des garanties? Être une femme, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Ça, c'est sûr. Quelle est votre opinion sur la notion actuelle de consentement dans le code pénal? Et selon vous, est-ce que cette notion doit et peut évoluer? Alors, elle devrait évoluer, mais il y a quand même des risques. Comment savoir, comment apporter la preuve qu'elle était consentante, aussi, de l'autre côté. Enfin, c'est un peu risqué, c'est difficilement applicable, parce que ça se passe dans un huis clos, quand même. Parce que c'est ça qui est actuellement au cœur des débats, c'est de faire rentrer dans le texte, de prévoir cette notion de consentement, mais c'est toujours le même problème, finalement. Comment démontrer qu'il y a eu consentement? Absolument, à moins de faire signer un papier, en fait, je veux dire, on va devenir comme aux États-Unis, quoi. C'est une espèce de contrat à chaque fois qu'on a une rencontre, etc. Alors, en revanche, les choses peuvent évoluer, comme en Suède, où c'est beaucoup plus strict, et qu'on reconnaît le viol plus facilement. Je crois qu'il y a une présomption de non-consentement. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est et en Espagne et en Allemagne. Voilà. Ok. Oui, mais en pratique, c'est peut-être quand même difficile à très mettre difficile, en place. Très difficile. D'après vous, quel rôle jouent les médias dans les affaires judiciaires, en particulier dans les affaires touchant aux violences faites aux femmes? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une évolution, c'est qu'on en parle beaucoup. Beaucoup de femmes parlent, de plus en plus, dans tous les milieux. Il y a des vrais mouvements. Il y a des mouvements, il y a des manifestations. On comprend aujourd'hui les souffrances de ces femmes qui ont dû étouffer les choses, et ça, si vous voulez, ça promet aux générations futures un avenir plus serein. Enfin, on ose espérer. Mais on s'aperçoit quand même que même des jeunes femmes ne parlent pas facilement. Il leur a fallu des années et des années. Donc d'être prévenu, d'être en permanence dans des débats sur les violences, dans les traumatismes que ça cause, dans les sidérations, enfin elles comprennent peut-être mieux toutes ces notions qui font qu'aujourd'hui elles vont plus vite identifier ce qu'elles ont vécu et plus vite aller porter plainte. Donc vous pensez que cette médiatisation sert la cause des femmes victimes de violences? Ça sert la cause des femmes et parfois ça les dessert parce qu'on pense qu'elles en rajoutent, notamment les enquêteurs de police. C'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné parce que lorsque des clientes vont porter plainte, ils disent encore mais je comprends pas, vous n'êtes pas parti, je comprends pas, vous avez tout pour vous, pourquoi vous avez laissé faire les choses aussi longtemps. Enfin, il y a beaucoup d'incompréhension. Les femmes sont souvent mises dans la position de... Enfin, on remet tout le temps en cause leurs paroles, dès le début. En fait. Très souvent, très souvent. Il faut tomber sur le bon enquêteur qui, dès le début, prend conscience de ce qu'elle a vécu. Alors, tout dépend de la posture de la femme, parce que parfois, elle est victime, elle est sincère, en même temps, elle ne sait pas le dire. Elle ne sait pas le dire, ce qu'il faut dire. Enfin, en tous les cas, ce qu'elle a vécu. Donc là encore, moi, souvent, les clientes, je les coach avant qu'elles aillent porter plainte, parce que sinon, c'est une catastrophe. Elles oublient la moitié des choses. Ça, c'est systématique. C'est un constat que je fais. Et le fait de les préparer, ça va faire ressortir des violences qu'elles ne soupçonnaient même pas, parce qu'elles se disent non, finalement, il n'était pas violent physiquement. Et quand on creuse un peu, eh bien, ce monsieur, eh bien, il jetait des télécommandes à sa fille, sur elle, il donnait des gifles, mais pour elle, ça n'était pas une violence physique. Donc c'est tout ça, en fait, c'est un long travail de compréhension. Je pense que quand ces femmes sont vraiment dans un climat général de violence, elles en arrivent à plus vraiment se rendre compte. Elles distinguent pas. Et surtout à diminuer certaines violences. Elles les excusent même. Elles arrivent à les excuser. Donc tout ça, c'est très bien, tous ces médias, tous ces gens qui en parlent, etc., pour qu'un jour, ça fasse un déclic. Car tant qu'elles n'ont pas un déclic, on n'y arrive pas. Déjà, à les faire aller porter plainte, à subir quand même l'affront de certains magistrats. Ça n'est pas parce qu'on est victime qu'on est protégé et qu'on est mieux considéré. Bien au contraire. Ça, c'est quelque chose que que je ressens, bien sûr, même devant les juges d'instruction. Donc il faut le savoir, il faut être prête à tout ça. Armée. Armée et devenir un peu fort grâce
à des thérapeutes qui vous font évoluer, qui vous font cheminer. Sans tout ce travail en amont, on se fait complètement laminer. D'accord. Et à propos donc des médias, leur influence, etc., quel est votre avis sur le traitement de l'affaire des viols de Mazan, notamment avec les récentes polémiques que pensez-vous de la liberté d'expression des avocats et la faculté pour eux de communiquer sur une affaire judiciaire en cours Alors, il y a communiquer et communiquer. On peut communiquer, effectivement, mais il y a eu des excès, il y a eu certains avocats, finalement, sont allés un peu loin dans leurs propos, etc. On a quand même un devoir de conscience, on a un devoir de réserve, et je crois qu'il faut garder ce devoir de réserve, surtout entre confrères. Qu'on puisse dire... Finalement, ma cliente a été bousculée, a été malmenée durant l'audience, c'est une chose. Mais dire que par un confrère qu'elle dit n'importe quoi, voilà. Donc c'était très limite, très limite. La liberté d'expression, c'est important. Mais en même temps, il ne faut pas... je pense qu'il ne faut pas le dévoiler. Alors, c'est vrai que le procès a été public, mais il n'était pas à huis clos. Mais en même temps, laissons faire éventuellement aux journalistes. Oui. Puis, comme vous dites, les avocats ont quand même des obligations de... On a des obligations. On a des obligations. Ça, c'est la déontologie des avocats. Et c'est vrai que parfois, ça pose un peu question le comportement de certains sur Instagram, certaines stories, certaines vidéos. C'est ça. Alors, c'était très choquant. Tout à fait. Pensez-vous qu'il y a plus de violence dans notre société ? On peut le voir tous les jours dans les médias, des nouvelles accusations de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou même récemment beaucoup de violences liées au trafic de stupéfiants, au trafic de drogue, etc. Pensez-vous que la société est plus violente ? Ou est-ce que simplement, encore une fois, les affaires sont juste plus médiatisées ? Moi, je pense qu'il y a toujours eu beaucoup de violence. Mais c'est beaucoup plus médiatisé, surtout. Moi, je dirais que c'est encore grâce aux femmes que les langues se délient. La parole est beaucoup plus libre. Donc, elles nous apprennent beaucoup de choses, ces femmes, sur la violence des hommes, ou des autres femmes d'ailleurs. Mais c'est surtout les femmes qui sont victimes de toutes ces violences. Mais la violence a toujours été là. Mais là, effectivement, on met un projecteur dessus parce que les règles ont un peu changé, l'éducation a changé. Enfin, c'est un peu... Je trouve que c'est un chaos total. Il n'y a pas de respect pour les choses. En tous les cas... pour les êtres, tout simplement, il n'y a pas de respect mutuel, tout est permis, et ça devient une société extrêmement égoïste, égocentrique, et c'est moi d'abord... De plus en plus individualiste, ça de plus en plus individualiste. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et tous ces conseils. Avant de nous quitter, j'aimerais quand même que vous nous partagiez un petit mot qui a du sens pour vous. Quelle est votre citation préférée ou une citation inspirante que vous aimeriez transmettre ? Alors j'en ai plusieurs. Un proverbe tibétain qui dit « Quand tu grimpes en haut d'une montagne, continue à grimper. Ne t'arrête jamais. » Merci beaucoup pour cette citation. Je pense que c'est très inspirant pour tous les étudiants et toutes les personnes qui peuvent nous regarder. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous.